Donc, bonjour tout le monde à cette nouvelle webinaire. Moi, je suis Mathieu Menir, je suis postdoc à l'Université Laval et responsable du renforcement des capacités dans le réseau 1 Québec. Puis, on a le privilège et l'honneur d'accueillir le Dr Denis Roy avec nous, qui va parler beaucoup des perspectives d'avenir sur la loi 10. Il va parler des opportunités et risques que ça présente pour notre réseau. Donc, je vais présenter le Dr Roy très brièvement, puis je vais lui laisser la parole par après. Donc, dans le fond, Dr Roy, c'est quelqu'un qui est très connu dans notre réseau. Il a été nommé récemment vice-président aux affaires scientifiques de l'Institut national de santé publique. Excusez-moi. Il était vice-président sciences et gouvernance clinique à l'INES. Donc, il a un nouvel rôle. Puis, préalablement à ça, il était à l'INSTQ comme vice-président aux affaires scientifiques de l'Institut national de santé publique du Québec. Puis, il joue aussi un rôle très important comme gestionnaire dans notre réseau, comme gestionnaire pour directeur de la gestion de l'information et des connaissances à l'Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie depuis 2003 à 2009. Donc, c'est quelqu'un qui est professeur aussi à l'Université Sherbrooke. Donc, là, je vais juste indiquer comment on peut poser des questions. Attends, ça ne va pas bouger. Juste une seconde. Ah, voilà. Donc, pendant la présentation de Dr. Roy, vous pouvez poser des questions de deux façons. Vous pouvez lever votre main en utilisant la petite, dans le panneau de configuration, en indiquant la petite main avec la flèche verte. Sinon, la façon très efficace que le monde apprécie, c'est par écrit aussi, dans la section questions. Donc, vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation. Puis, à la fin, on va faire de voir qui a posé les différentes questions. Puis, moi, je vais animer la section, la période de questions avec Dr. Roy. Donc, j'aimerais aussi, pour les personnes qui sont en ligne, indiquer en utilisant la section questions pour nous indiquer combien de personnes sont assises avec vous sur le webinaire. Donc, si vous êtes tout seul, vous pouvez mentionner que vous êtes tout seul, mais si vous êtes avec plusieurs personnes, s'il vous plaît, indiquez combien de personnes sont avec vous pour qu'on puisse savoir si vous êtes nombreux sur le webinaire. Donc, merci. Puis là, je vais passer tout de suite la parole à Dr. Roy. Donc, on va faire un changement ici. Dr. Roy, voilà. Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Alors, est-ce que je dois partager ma webcam? Oui. Très bien. Il y a des petites fenêtres ici. Vous avez été désigné. Je peux fermer ça. OK. Est-ce que vous me voyez bien toujours? Oui. Oui, on Très vous bien. voit. Alors, allons-y. Alors, bonjour tout le monde. C'est pour moi vraiment un honneur de pouvoir partager avec vous quelques réflexions sur la PL10. Vous savez, un projet de loi assez mal aimé qui induit beaucoup d'inquiétudes à toutes sortes de niveaux. Et j'ai essayé de travailler au cours des derniers mois vraiment à relire peut-être moins le processus de changement, mais le processus d'évolution du système à travers ce changement-là, comprenant qu'il y a des enjeux de gestion de changement importants qui feront moins l'objet de mon propos aujourd'hui, mais beaucoup plus tenir compte de ces risques, bien sûr liés au contexte de changement, mais aussi des opportunités qu'il représente ou qu'il pourrait représenter et des occasions qu'il pourrait fournir notamment des chercheurs comme vous à ceux qui souhaitent l'amélioration des soins de première ligne à travers le Québec et qui voient là peut-être des occasions nouvelles d'ajouter de la valeur aux travaux. Donc, je voudrais dans un premier temps revenir sur le diagnostic qui est à la base de tout ça,
pour ensuite examiner ce que j'ai appelé la solution Barrett sous l'angle vraiment dans une posture scientifique, quels postulats, quelles hypothèses et quelles vraisemblances, et terminer autour de cette question de la transformation et des enjeux qu'elle pose pour l'évolution du système québécois. Alors, d'abord, un diagnostic il faut le reconnaître, est assez juste. Je m'explique. Des travaux de recherche ont bien démontré que le système de santé est toujours en changement. Dans la plupart des juridictions, c'est le cas. Et que ces changements-là, généralement, se font de façon brusque, pas dans une logique tellement d'adaptation continue à des environnements évolutifs, mais beaucoup plus par saut et par but, on dirait, dans notre langage courant, c'est-à-dire par cristallisation, décristallisation de changements, souvent dans des contextes politiquement déterminés. Et ce qui est aussi une constante partout, c'est que les systèmes de santé modernes sont beaucoup plus des systèmes de silos, de partis, qui sont contrôlés par des bureaucrates et des intérêts politiques qui défendent assez farouchement le statu quo parce qu'ils y voient leur intérêt et qu'ils craignent des changements. Ça, c'était le constat de la commission Rochon en 1987 et c'est encore un constat de la littérature contemporaine sur l'organisation des systèmes de santé. Pour faire face à ce défi-là, le Conseil canadien de la santé, au terme de son mandat de 10 ans, qui a pris fin il y a 2 ans maintenant, concluait en disant qu'un leadership fort était absolument nécessaire si on veut vraiment réussir des transformations significatives. Une chose qui est certaine, c'est qu'au Québec, on a été témoin d'un leadership extrêmement, j'allais dire viril, en tout cas, parlons d'un strong leadership. Et le diagnostic du ministre, il est relativement simple. Des parcours de soins qui sont trop complexes, un échange d'informations qui est trop difficile, qui n'est pas en temps utile, des problèmes de cohérence à travers les régions dans les services, des difficultés d'accès, il a beaucoup insisté là-dessus, un jugement très très sévère sur l'appareil bureaucratique qu'il estime devoir alléger, et là-dessus je crois qu'il a vu juste parce que pour habiter le système depuis plus de 20 ans comme un leader à toutes sortes de niveaux, je sais pertinemment que d'obtenir des décisions dans un tel système, c'est souvent la croix et la bannière. Et bien sûr, des efforts d'optimisation de processus qu'il faut poursuivre et mieux maîtriser. Et donc, fondamentalement, un système qui a du mal à s'adapter et dont la performance globale se situe en deçà des attentes. Vous m'entendez toujours? Parce que j'entends un peu de bruit parasite sur la ligne, mais ça va, là? Je suis toujours avec vous? Oui. Très bien. Alors, quel défi d'adaptation pour le système? Moi, je vous proposerais, et je suis sûr qu'en première ligne, ça va faire écho à vous, que l'un des enjeux absolument de fond auquel il faut apprendre à mieux faire face, qui est en lien avec l'évolution des systèmes, mais aussi l'évolution épidémiologique et démographique des populations, c'est la multimorbidité. On le voit sur ce schéma qui est tiré d'un rapport anglais récent, que à compter de 65 ans, la moitié des gens présentent 2 problèmes ou plus, et qu'à compter de 75 ans, la moitié des gens présentent 3 problèmes ou plus. Et on n'a pas appris à bien composer avec cette réalité-là. Et je vous dirais, c'est encore plus compliqué quand on considère les éléments d'élaboration de lignes directrices, parce que celles-ci restent largement construites par des sociétés savantes qui s'intéressent à des organes ou à des maladies particulières, beaucoup plus qu'à des sociétés qui s'intéressent à l'ensemble de la personne. Or, ces sociétés savantes, et je pense que l'INES en fait partie, produisent des recommandations qui, si elles devaient être appliquées sur des panels de patients standards en première ligne, inviteraient les médecins à travailler non pas 8 heures par jour, dis-je, mais
plus de 20 heures par jour pour essentiellement appliquer de façon diligente les recommandations telles qu'elles sont formulées par les sociétés savantes. À sa face même, on voit que le modèle ne tient plus et que ce modèle largement positiviste, un problème, une solution, une technologie, un service, il ne peut pas être démultiplié quand on est face à des problématiques complexes pour lesquelles il y a beaucoup d'incertitudes scientifiques et d'incertitudes sur l'efficacité, et d'autre part, des problématiques qui sont multiples souvent chez une même personne. Certains disent même que la polypharmacie à laquelle on assiste souvent, qu'on observe encore beaucoup chez nous, résulte en fait, est une forme d'iatrogénie d'une certaine manière, c'est qu'elle résulte de cibles par maladie, par organe, et qui donc sont pas construites ou sont pas réinventées d'une certaine manière pour des personnes qui souffrent de plusieurs problèmes simultanés ou de plusieurs caractéristiques simultanées. Donc, ça a des implications sur les coûts et ça ajoute assez peu de valeur. Et ça, c'est un problème assez fondamental pour l'avenir des systèmes de santé. On connaît tous ce schéma à la prochaine diapo où on voit bien qu'une petite proportion de la population consomme une vaste proportion des coûts de la santé, des dépenses relatives à la santé. 5% qui consomment 50%, c'est la figure classique américaine 2009. Au Québec, on ne le connaît pas. En Ontario, cependant, assez récemment, il y a une équipe qui a démontré que c'était plutôt de l'ordre de 1% pour 27%, où les 5% de grands consommateurs, en fait, c'est plus de 55% des ressources qu'elles consomment. Et c'est la réflexion que je me faisais en prenant acte de ce résultat de recherche, c'est que on pourrait penser que le système américain est plus équitable, mais dans le contexte d'un système universel, c'est comme si, puisqu'il n'y a pas de barrière à l'entrée et pas de barrière à l'accès, d'une certaine manière, qui sont structurées par les assurances, les grands malades et les modèles d'intervention peu appropriés qu'on leur propose font en sorte que finalement on est moins efficient au final. Et ça, je crois que dans notre relecture des enjeux d'inégalité sociale, il y a là des paramètres importants qui nous interpellent sur la pertinence des soins. Donc, au final, la volonté du ministre de mieux intégrer pour tenir compte des grands enjeux sur la demande, l'offre et les ressources publiques pour faire face aux problèmes, bien, ce qu'on sait, c'est que les systèmes intégrés sont les plus performants et que sont probablement les mieux aptes à s'adapter à ces nouvelles réalités. Et la proposition qui est faite avec la PL10 et l'évolution du système québécois, c'est de miser davantage sur cette intégration-là à l'échelle des territoires. Donc, l'ensemble bon, je vais revenir en détail sur ça avec la solution Barrett et tout de suite j'arrive à ce premier postulat et ça me permet d'élaborer sur cette volonté d'intégrer. Dans le fond, ce que M. Barrett a dit, ce qu'il a amené dans sa législation et ce qui a été adopté par le gouvernement, c'est une volonté d'intégrer l'ensemble des structures sur un territoire donné pour le bénéfice d'une population résidente. Et l'hypothèse de base, c'est qu'avec ça, on va arriver à des services mieux intégrés. Et ce que je crois qu'on peut avancer ici, c'est que la plausibilité... Bon, là, on me demande quoi là-dessus? J'ai un problème technique, alors je vais autoriser en espérant que ça fonctionne. Bon. Genre... Je pense que vous pouvez juste fermer ça et continuer. Fermer ça tout simplement? Oui, je pense que oui. Il ne veut pas le fermer, Abdelak. Je vais avoir besoin de votre aide là-dessus. J'ai mon collègue Abdelak qui va m'aider à traverser cette petite... OK. Alors, c'est comme si on avait sauté la précédente, mais bref, merci. Alors, bref, ce que je cherche à dire ici, c'est qu'en intégrant les structures, est-ce qu'on va réussir à obtenir des services mieux intégrés? Ce premier postulat de la réforme Barrett, il est assez vraisemblable, en fait. C'est assez difficile de s'objecter à ça,
les écrits classiques de la gestion nous enseignent que la structure, c'est le levier le plus puissant pour le fonctionnement d'une organisation. Alors, ça m'amène peut-être à aller tout de suite au deuxième postulat. Est-ce que la stratégie des réseaux qu'on avait expérimentée avec la réforme Couillard en 2004, cette stratégie des réseaux locaux qui maillent l'intersectoriel avec le sectoriel et les différents paliers de soins, est-ce que ça risque d'être transférable à l'échelle des territoires plus largement définis? Sur cette question, je crois que les travaux qu'on a menés dans le cadre de l'IPCDC et les travaux d'évaluation des réseaux suggèrent que c'est certainement plausible d'espérer ça. Donc, on aurait d'une part une meilleure intégration sectorielle en intégrant toutes les structures du système de santé sur la base d'une population d'un territoire, et qu'à travers ça, on pourrait garder l'esprit des réseaux de promotion de santé ou des réseaux locaux de services largement définis, un des succès de la réforme Couillard de 2004, et qui serait dorénavant réfléchi sur une base plus large. Cependant, là, il y a une tension qui est dynamique, qui s'installe entre ce palier plus large du territoire, qui est souvent une région, ou des grands ensembles qui desservent plus ou moins 500 000 personnes, et est-ce qu'on va être capable de garder la proximité territoriale qui était l'un des grands acquis des réseaux locaux de services? Je reviendrai là-dessus. C'est une des limites de la proposition. Le troisième postulat, c'est celui de l'alignement et de la simplification de la chaîne de commandement. Est-ce que ça va permettre de prendre des meilleures décisions? Si on aligne mieux le travail du ministère et le travail des centres intégrés, qu'ils soient universitaires ou pas, au niveau des territoires, est-ce qu'on va alléger les processus décisionnels et est-ce qu'on va être capable d'être plus aligné sur des objectifs partagés? Comment on s'y prend? Dans le fond, dans la loi, et on élabore beaucoup là-dessus, il y a le ministère qui est invité à travailler au niveau plus macro sur les priorités, les orientations, les services nationaux, l'allocation, la santé publique au niveau des grandes politiques publiques et la question des services surspécialisés, et les CIS et les CIUS, où là, on comprend bien que dans les territoires, on intègre à la fois une certaine gouvernance territoriale parce qu'il y a quand même des choix à faire sur la base des spécificités du territoire, mais en même temps, on intègre aussi la capacité de gestion. Donc, on a combiné les forces des agences et des C3S dans une même entité, hein, c'est ça la loi 10. Et là, finalement, on voit bien que il y a là quelque chose qui peut être plus fluide, même si on est sur une gestion de changement qui est très, très exigeante parce que ça implique une certaine déstabilisation. Certains la jugent très forte d'ailleurs au niveau territorial, et que, à travers tout cela, on risque d'être d'une certaine manière fortement subordonné aux directives centrales. Et en même temps, il y a là un risque aussi que le central s'intéresse aux micro-détails de la gestion et qui veuille commencer à interférer avec des processus territoriaux. Et ça, c'est sûr que c'est délicat, mais certains diraient que c'est un risque qu'on a déjà observé. Alors, dans ce contexte-là, est-ce que le troisième postulat, c'est-à-dire une simplification des structures et une clarification des rôles, va apporter des progrès? Eh bien, ça va dépendre de la complexité de la situation. Dans certains cas, pour les problèmes simples, ça pourrait tout à fait marcher. Pour les problèmes plus complexes, là, on peut avoir de la difficulté et on voit bien dans le fond qu'avec ce schéma qu'on tire du livre là, que Éric Litvak et Fred Paco et moi avons travaillé il y a quelques années déjà, on voyait bien que face à des situations complexes, plus on est près de l'action, plus on est près des contextes réels, mieux on est à même de définir les choix. Et c'est ce que j'appelais ici l'importance des connaissances expérientielles contextuelles et l'importance de l'action émergente pour faire émerger les nouvelles pratiques adaptées au contexte. Mais si on veut généraliser des approches top-down à des problèmes complexes, on risque en fait de s'enfarger et dans certains cas, je crois, on y arrive. Parce que, rappelez-vous, ça fait combien de gouvernements qui nous promettent qu'on va contrôler les délais dans les urgences? On cherche encore les résultats. En fait, un problème complexe comme celui de l'occupation des salles d'urgence s'accommode assez mal
de directive centrale. En fait, l'amélioration n'est pas prescrite, hein? Elle requiert du temps et du modeling through. Il faut vraiment essayer, se reprendre, et ce sont des itérations successives. Je ne vous apprends rien. C'est votre métier de chercheur d'accompagner de tels processus. Quatrième postulat, quelle réforme structurelle va permettre au Québec de répliquer les transformations réussies ailleurs et souvent citées en exemple, on pense à la Cleveland Clinic, l'Intermountain Health, Kaiser Permanente, à certains égards les grandes réussites internationales. Est-ce que ce changement top-down va susciter une vraie dynamique systémique axée sur l'amélioration? Bon, ça c'est la caricature qui est apparue dans la presse l'automne dernier. Certains craignaient plutôt qu'on allait évoluer vers un système héliocentrique, appelons-le Barreto-centrique, et là qu'il y a des risques inhérents à cette forme-là. Et on cherchait dans le fond comment, oui la structure, mais quoi après finalement. Et on sait les autres leviers essentiels, vous les voyez ici, ça c'est le modèle qui a été élaboré par la Fondation canadienne d'amélioration des services de santé à partir d'une méta-analyse de Jean-Louis Denis et Ross Baker, mais essentiellement, on les voit bien. Il faut aussi se centrer sur les besoins de la population, si on le lit dans le sens horaire, élaborer des politiques incitatives, renforcer les capacités organisationnelles, trouver un espace contributif à valeur ajoutée pour les patients et les citoyens, bien sûr, mobiliser les connaissances et pour réinventer la roue, et ça vous intéresse particulièrement, faire en sorte que les gens de la base, les prestataires de la première ligne soient au cœur de ça et qu'ils s'imprègnent eux aussi d'une culture d'amélioration. C'est pas prévu dans une logique top-down, ces choses-là. C'est pas évident que ça va suivre une logique structurelle top-down non plus. Et donc, il y a des éléments pour lesquels le PL10 ne nous informe assez peu et pour lesquels on sait qu'on en aura besoin. À certains égards, la loi 20 est venue nous interpeller sur des éléments complémentaires. D'autres nous disent qu'il s'en vient des développements législatifs autour du financement à l'activité qui pourraient être plus ou moins axés sur le patient ou des épisodes plus complexes de soins. On aurait là des incitations favorables, selon la littérature en tout cas, mais quoi d'autre? Et on voit bien que pour réussir des transformations, pour accéder au niveau d'excellence de Kaiser, il faut faire beaucoup d'autres choses que de toucher les structures. Tous l'ont dit, tous le comprennent, même le ministre. Alors comment on va arriver à ça? C'est là dans le fond le grand défi, je crois, de la mise en œuvre de la loi dont on parle. Alors, il y aura d'autres conditions de succès qu'il faudra mobiliser, qui seront nécessaires, et c'est là qu'on est convié pour la mise en œuvre. Et c'est sur ça que je voudrais, dans cette troisième partie, peut-être vous partager une vision peut-être plus personnelle sur ce qui serait souhaitable, ce qui pourrait devenir possible et ce à quoi peut-être comme chercheur on pourrait vouloir être associé. Donc la question d'abord de gérer le changement radical dans lequel on est engagé, moi j'ai moins d'inquiétude que d'autres à cet égard-là parce qu'on sait faire ça. Au Québec, on est entraîné dans les changements radicaux, on en a traversé d'autres et celui-là, on va pouvoir le traverser, mais il y a peut-être du travail qui reste à faire, rappeler la vision, se la partager, mobiliser des appuis. Ça a été beaucoup un projet jusqu'à maintenant contre les autres plutôt qu'avec les autres. Et là, il y a un déficit démocratique avec ça et ça va nous faire mal. Je pense aussi qu'il y a eu des pertes dans le processus, lost in translation, pourrait-on dire. Hein? Il y a des gens, il y a des amis, il y a des collègues qui ont renoncé à poursuivre ou qui ont été invités à le faire. Et ça aussi, c'est important de traverser ça. Et il y a là des pertes objectives. Il faudra outiller les acteurs, il faudra trouver des façons d'institutionnaliser les nouveaux modèles, il faudra aussi évaluer. Et là-dessus, j'ai entendu le ministre interpeller une communauté de chercheurs lors de l'assemblée de CASPR, l'Association canadienne de recherche sur les services et les politiques de santé, à la fin mai à Montréal. Le ministre, dans son allocution de clôture, a invité les chercheurs à
soumettre des propositions d'évaluation et à participer, dans le fond, au monitorage et à l'éclairage des prochaines étapes et éventuellement de progrès qui en découleraient. Donc, clairement, on est dans une zone de turbulence au moment où on se parle et il est clair que la flèche là, que j'ai indiquée, il faut la faire traverser vers la zone de consolidation et de performance, mais on traversera la courbe en J d'ici là et on risque d'observer une perte d'efficacité, un déficit de performance. Certains le notent déjà dans leurs différents milieux et là, il y a un risque important au niveau de notre fonctionnement. Tantôt, j'évoquais l'importance de clarifier la vision. Moi, je travaille beaucoup avec la vision de la triple finalité. Dans le contexte québécois, on pourrait parler de la triple finalité de la responsabilité populationnelle, c'est-à-dire travailler à une meilleure santé, à une meilleure expérience de soins et à faire tout ça au meilleur coût, donc à générer davantage de valeur pour l'argent consenti et se centrer à travers ce projet-là, ce projet d'amélioration d'une plus grande santé, d'une meilleure expérience de soins et d'une plus grande valeur pour l'argent sur des populations définies. Et ça, rappelons-le, c'est très, très important dans le système de santé de services sociaux québécois. Cette approche axée sur des populations reste présente dans le PL10 et doit demeurer un moteur d'amélioration. Il faut travailler, il faut garder le focus, oui, sur le patient, mais aussi sur les populations qui sont au cœur du projet clinique des établissements. Donc, au niveau local, vous parlez beaucoup dans votre domaine de première ligne. Les Français, nos amis français parlent de services de proximité. Moi, je trouve de plus en plus que première ligne fait militaire et on n'est pas là pour faire la guerre, on est là plutôt pour faire la paix, en fait, et pour aider. Et cette question de proximité, ce côté caring est très, très important. Et au niveau local, pour réaliser le Triple Aim, il va nous falloir travailler avec des patients partenaires, en équipe interdisciplinaire, et mailler avec l'intersectoriel pour travailler aussi sur les causes, les root causes, hein, sur les causes fondamentales des enjeux sur lesquels on est interpellé au niveau local et développer une culture d'amélioration des services de proximité qui prend toutes ces dimensions-là en compte. Et il y a là vraiment un magnifique projet pour des carrières de recherche. Il y a là un magnifique projet pour Réseau 1. Et j'espère qu'à l'INES, avec la complicité de mes collègues chercheurs et notamment de vous, on pourra garder le focus sur le local, qui est un peu comme négligé dans le contexte de la transformation actuelle parce qu'on a surtout mis l'accent sur les grandes structures et qu'on a refondu les territoires en maillant le régional et le local, et ce qui fait qu'on cherche le local dans le fond et certains craignent qu'il soit pénalisé à travers ces changements-là au final. Donc là, il y a un souci et il y a peut-être un effort de suivi plus diligent encore qu'on doit faire. Au niveau territorial, deuxième palier d'organisation du système, là, on a l'avantage de travailler avec un centre intégré, universitaire ou pas, qui soit responsable d'une population définie. Et là, ce qu'il faut vraiment mobiliser, c'est l'engagement moins des patients, plutôt le citoyen, parce qu'on est dans la décision plus macro ici, on est sur le macro-système territorial, régional. On doit mobiliser le leadership clinique et je voudrais juste indiquer ici que le projet de loi 20, dont on a beaucoup parlé, qui a beaucoup été perçu comme une guerre de chiffres finalement, puis une grosse joute de sous entre les acteurs médicaux puis le ministre, en réalité, il faut comprendre que ce qu'on cherche aussi à faire à travers tout ça, c'est d'amener le corps médical à faire partie du projet territorial, de cette nouvelle structure territoriale responsable d'une population et de faire accepter, ce qui est un gros changement culturel pour la profession médicale, faire accepter que l'équipe médicale du territoire accepte collectivement une responsabilité par rapport à des personnes, oui, dans le cadre d'entrevues de colloques singuliers, mais aussi par rapport à des populations et à des résultats de qualité de prise en charge auprès de cette population-là. Ça, c'est un gros changement. C'est un gros changement et c'est ça le deal du PL10.
mais aussi le deal du PL20, qui a fait l'objet d'une entente là, Son coupé. serment de main récemment. Et là, il y a quelque chose qui est une évolution culturelle de la profession. Sont activés. Où on accepte de faire partie du projet collectif et non pas uniquement d'être un intervenant libéral dans un système et en refusant finalement des encadrements plus près des centres intégrés de santé. On pourra revenir, si vous voulez, dans cette question-là. Je ne suis pas sûr que j'ai pu traduire là toute avec justesse l'intention du ministre, mais je vois très bien qu'il y a là quelque chose qui est transformateur dans notre fonctionnement au Québec et que tous cherchent à faire au Canada, soit dit en passant. Et bien sûr, ça prendra un fort leadership managérial, une compétence de gestion, une compétence de mesure, une compétence de mobilisation des ressources pour faire des progrès au niveau des pratiques. Au niveau de cette intégration territoriale, donc, c'est comme si on pouvait compter, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de loi 10, mais aussi du projet de loi 20, d'une mise en commun des capacités de l'établissement territorial, d'une part, mais aussi des capacités médicales sur ce même territoire. Et c'est comme ça qu'on va vraiment ajouter de la valeur pour l'argent public consenti, parce que dans le fond, si la prestation médicale sur les territoires est largement privée, en réalité, elle est financée publiquement et d'une certaine manière, elle est aussi un capital public. Alors, il faut le rappeler en ces termes-là. Et quand on discute avec les leaders de la profession, ce qu'on a eu l'occasion de faire récemment, ils le comprennent de plus en plus comme ça. Enfin, au niveau provincial, bien là, il y a, oui, bien sûr, la gouvernance centrale mieux alignée sur les territoires et le comité de gestion réseau composé de l'équipe sous-ministérielle, mais aussi de l'ensemble des PDG des territoires, amène dans le fond un vrai apex stratégique au système et pourra de plus en plus, je crois, nous aider à aligner la gouvernance du ministère avec les réalités des territoires et des organisations de prestations. Il faut mettre en place un système de gouvernance clinique. Il ne faut pas que chacune dans les différents milieux réinvente ça. On doit collectiviser ça. C'est la mission de l'INES de travailler à cela. C'est pour ça, moi, que j'ai accepté le défi ici de structurer un peu plus la pratique à l'interne, mais aussi de plus en plus les partenariats avec l'externe pour animer un système de gouvernance clinique. Et il ne faut pas l'oublier, même si on n'en débattra pas longuement aujourd'hui, que tout ça s'inscrit dans un projet gouvernemental où la meilleure pratique devient de plus en plus d'introduire des préoccupations santé dans l'ensemble des politiques publiques pour qu'à travers la politique environnementale, la politique économique, la politique sociale largement définie, la politique d'aménagement, la politique en matière d'aménagement des territoires notamment, tout ça concourt à une action favorable sur les déterminants de la santé. Or, ce n'est pas toujours le cas. Et si le gouvernement, l'État en fait plus largement, y contribuait plus activement, on aurait plus d'efficacité en amont, moins de problèmes en aval et un système de santé et de soins qui serait à ce moment-là capable de retrouver ses repères plus facilement aussi. Vaste défi donc, mais on est capable d'imaginer un futur comme ça dans le contexte de l'adoption du projet de loi 10 et des autres lois qui vont suivre. Pour réaliser ça, bien sûr, ça prend une gouvernance et une gestion forte, mais ça prend aussi une expertise qui est en appui à cela. Et cette expertise-là, elle doit être construite à partir d'informations et de connaissances issues de la recherche, issues de données analysées et aussi issus de connaissances contextuelles qui viennent des milieux, des savoirs d'intervention, des savoirs de gestion, des savoirs tacites, certains les appelleraient ainsi, pour contribuer à une prise de décision éclairée, éclairer les enjeux de plus en plus complexes auxquels on est confronté. Donc cette expertise-là, c'est l'affaire d'organismes publics, mais c'est aussi l'affaire de la recherche, et c'est sur ça que je conclurai. Alors, en somme, finalement, la transformation dans laquelle on est engagé, ça va exiger une solide gestion de risque. On est confronté à une déstabilisation structurelle, démobilisation des acteurs, certains ont quitté. Il y a une politisation des enjeux aussi, il y a des gens qui veillent à leur intérêt à travers tout ça, qui cherchent à garder la main sur les manettes
à générer de l'inertie, pas trop que les choses changent, qu'ils restent encore en contrôle de ce qui est cher à leurs yeux. Tout ça s'inscrit dans un contexte budgétaire difficile, mais plus fondamentalement dans un contexte de perte de sens pour certains d'entre eux, et peut-être, j'allais dire, certains d'entre nous, moi y compris. Je cherche par mon effort que je vous partage aujourd'hui à redonner du sens à tout ça. Je vous dirais que ça n'a pas été mon premier réflexe, mais il faut y arriver parce que si on n'a pas ce sens, cette direction, on n'y arrivera pas. Nos dirigeants peuvent nous aider, mais on a aussi notre propre responsabilité comme professionnels à y contribuer. Et il faudra inscrire ça dans une stratégie d'ensemble de gestion de changement. Et il y a un apport important qui est attendu de la recherche, et moi je l'espère vivement, et j'espère qu'on aura l'occasion de progresser dans ce sens-là. J'ajouterai avant de terminer que la vision de responsabilité populationnelle doit demeurer un phare, doit nous rester là pour nous aider à organiser nos modèles logiques, nos visions du changement, nos systèmes d'information, nos cadres revus d'intervention. Il faut que nos leviers de gouvernance s'alignent sur cette approche populationnelle et ça, il y a des apprentissages de la réforme précédente. Il faut notamment que tous les outils de contractualisation intègrent le AAA, mais pas juste uniquement des gains de volumétrie X, Y ou Z dans certains secteurs, ou encore une préoccupation excessive par rapport à certains délais au détriment d'autres volets importants des trajectoires de soins. Alors, il y a quelque chose qu'il faut améliorer. Et là aussi, il y a un défi de développement de connaissances et de modernisation de nos outils. On peut blâmer les autorités d'utiliser des outils imparfaits, mais il faut aussi se responsabiliser comme chercheur et comme scientifique pour la mise au point d'outils qui auraient des plus grandes utilités, dans le fond, au niveau de la gouvernance et de la gestion. Il faut qu'on reste chacun dans nos rôles. Ça, c'est un enjeu très, très important. Il faut que le ministère comprenne et joue son rôle, que les centres territoriaux comprennent et jouent leur rôle, que les académiques comprennent et jouent leur rôle, que les organismes publics comme le nôtre comprennent et jouent leur rôle, que les patients jouent un rôle peut-être de plus en plus actif. Bref, on est plusieurs à devoir contribuer. Et enfin, qu'on inscrive tout ça dans une logique d'amélioration continue pour qu'on apprenne de ce qu'on fait et qu'au lieu d'évoluer de façon radicale dans une nouvelle réforme dans quelques années, en dénonçant le passé et en se disant voici le changement définitif pour l'avenir, qu'on ait plutôt fait du travail incrémental d'adaptation, d'évolution des pratiques, bien humblement mais fermement déterminé à améliorer les choses. Et pour tout ça, on se rappelle qu'une chose est certaine, c'est que le changement est avec nous pour longtemps. La donnée probante, c'est que c'est pas la plus forte ni la plus intelligente des espèces qui va survivre, mais celle qui sera la plus apte à changer. Il faut que, comme chercheurs, comme scientifiques, on fasse partie de cette équation, de ce grand projet de changement, et qu'à travers cela, vous puissiez faire aussi évoluer vos propres pratiques et contribuer de plus en plus des informations contributives justement à éclairer les choix difficiles en face de nous. Alors, c'était en gros les éléments de mise en situation que je voulais vous partager. J'espère pas trop avoir dépassé mon temps et je serais ravi de pouvoir échanger avec vous, soit sur la base de questions écrites ou de questions exprimées oralement. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Dr. Roy. C'était une excellente présentation. On apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup sur les différents défis. Mais j'apprécie beaucoup votre ton optimiste à mettre vraiment la lumière sur les différentes possibilités et les opportunités qui existent à réformer les choses vers un meilleur avenir pour notre système de santé. Donc là, j'aimerais inviter le monde. Dans le fond, je vais prendre le contrôle de l'écran pour mettre encore les instructions sur comment poser des questions. Donc, ça va prendre juste 2 secondes. Très bien. Je vais mettre mes lunettes roses tout de suite, en fait. Vous voyez, c'est la faute de mes lunettes, finalement. C'est ma vision du monde qui est biaisée par le rose écran. OK. Juste une seconde.
Donc, ici, on a les instructions sur comment poser vos questions. Donc, dans le panneau de configuration, vous pouvez cliquer sur l'icône pour lever votre main. Donc, comme ça, je donnerai l'accès à poser votre question oralement. Vous pouvez faire ça juste en cliquant, mais assurez-vous que votre micro est ouvert. Aussi, on peut poser des questions par écrit dans la section questions. Donc, quand vous posez vos questions par écrit, ça vient sur mon ordinateur, puis je vais lire les questions une à la fois au Dr. Roy. Donc là, je vais juste maintenant fermer ça. Okay, dans le fond, je vais laisser ça. Donc, dans le fond, juste une seconde. Okay, question. On avait une question qui était posée en anglais. Très bien. Allez-y en anglais. Je répondrai en français, mais allez-y en anglais, ça va être plus clair. Oui, je vais le dire, puis après ça, je vais faire la traduction pour les écouteurs, les personnes qui écoutent. Je sais, j'ai un peu de misère à l'ouvrir. Juste une seconde, s'il vous plaît. On dirait que j'expérience un problème technique, mais la question, quand je l'ai lue, c'est par rapport à comment mobiliser le collectif médical pour adopter un peu cette même vision, les intéresser à la réforme, parce qu'on a parlé beaucoup des gestionnaires, on a parlé aussi des patients partenaires, mais on sait que le collectif médical est un acteur important. Donc, est-ce que vous pouvez juste partager un peu vos réflexions par rapport à ce sujet-là? C'est une très importante question. Deux remarques. La première, c'est la même question que j'ai adressée à Monsieur Liam Donaldson, qui a été le Chief Medical Officer du NHS là, en Grande-Bretagne quand il a implanté la réforme sous Blair. Et ils avaient, à ce moment-là, ils parlaient de gouvernance clinique. Ils ont fait du travail avec la communauté médicale. Ils implantaient NICE au même moment et tout ça. On a eu l'occasion de l'entendre à McGill l'an dernier. Et ce que Sir Donaldson mentionnait, c'était, en réponse à cette question-là, Denis, one word, measurement. L'importance de la mesure. Ça passe d'abord par là pour les médecins qui sont entraînés comme des scientifiques, bien sûr dans la relation d'aide, évidemment, puis dans les soins, mais fondamentalement, eux, ils cherchent à comprendre dans quelle mesure ce qu'ils font s'approche des standards auxquels ils adhèrent. Et il faut donc monter ces données-là. Et souvent, on publie des guides. Et ils en reçoivent énormément. Et on a vu tantôt dans le schéma que pour bien mettre en application chacun des guides, ça prend 21 heures par jour, qu'ils n'ont pas et qu'ils ont de moins en moins. Ce qui est encore plus utile, c'est par une rétroaction des données qui les concernent, leur profil de pratique ou autrement, qu'ils puissent eux-mêmes déterminer là où ils sont déjà assez bons et là où ils ont besoin de faire des efforts particuliers pour s'améliorer. Et cette dynamique-là les aide à focaliser sur quelques priorités et aller chercher les guides dont ils ont besoin ou l'aide dont ils ont besoin ou les collaborations nouvelles. Et c'est cette dynamique-là qui est rendue possible par la mesure. Donc, au niveau de l'expérience extérieure et de l'expérience britannique, on a bien compris ça. Et je dirais dans l'expérience plus près de nous, le projet COMPAS, qui a été piloté en Montérégie à l'époque, j'étais encore là quand on a initié ces travaux-là, mais c'est Jean Rodrigue vraiment qui lui a donné son plein essor, et c'est les travaux de Brigitte Vachon qui ont permis d'évaluer ces retombées-là. Mais on voit bien que ça marche aussi dans notre contexte. Et là, on avait des données territoriales par C3S sur des parcours de soins, mais ça parlait aux gens.
ça les renseignait sur la qualité de ce qu'ils font et des cibles d'amélioration qu'ils identifiaient eux-mêmes. Et d'ailleurs, ça a été pas uniquement purement médical, mais il y a eu un élargissement avec une participation interdisciplinaire, particulièrement des pharmaciens et des infirmières. Plus récemment, je crois même qu'il y a eu un apport citoyen. Certains patients partenaires ont été associés à ces discussions-là. Mais ce qu'on a vu, c'est que ça a suscité de la mobilisation, de l'intérêt pour des façons de faire différentes et qu'on a pu donc commencer à se mettre en mouvement dans une boucle d'amélioration. C'est ça l'idée à quelque part. Donc la donnée, la mesure, mais en contexte qui parle aux gens, qui leur permet de eux-mêmes amorcer ce changement-là. OK, super. J'aimerais aussi savoir, il y a d'autres questions qui vont rentrer, mais parle un peu, s'il vous plaît, du rôle de l'INES. Vous avez parlé un peu de son rôle au niveau du soutien pour instaurer une certaine gouvernance, mais puis il y a plusieurs d'entre nous qui connaissent bien l'INES, mais pour certains qui connaissent un peu moins bien l'INES, parle un peu de c'est quoi son mandat, puis comment est-ce que les réformes actuelles, est-ce que ça demande un changement vers l'INES? Est-ce qu'il y a une transformation aussi chez l'INES pour soutenir les réformes actuelles? Écoutez, merci de cette question-là. C'est sûr qu'elle est très, très présente dans mon esprit. L'INES a été créée par une loi constitutive en 2010, a commencé à travailler selon ce régime en 2011, essentiellement par la fusion du Conseil du médicament et de l'Agence d'évaluation des technologies et des modes d'intervention. Et œuvre depuis, il y a eu un premier cycle d'activité qui essentiellement a été évalué dans un rapport rendu public la semaine dernière que j'invite les collègues à lire, qui est facile à trouver. C'est le rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la loi de l'INES qui a été élaboré par RCGT, le Raymond Chabot Grant Thornton, et qui essentiellement fait un bilan qui est pas si rose dans le fond, mais qui est une sorte de bilan formatif, moi je le vois comme ça, qui nomme des problèmes, mais qui énonce des perspectives. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la loi, elle, demeure tout à fait moderne et qu'il n'est pas question de changer la loi ou de y aller en vaste refonte de l'organisme INES, dont la mission essentiellement est de mobiliser les connaissances tant dans la base, dans les équipes, dans les unités de travail un peu partout au niveau du monde académique et du terrain. Donc, mobiliser les connaissances disponibles, mais surtout de les traduire de façon à ce qu'elles puissent être des facteurs d'amélioration des pratiques. Donc, monter ça en guide, réaliser des portraits ou autres interventions de ce type-là. Donc, l'INES fait du travail comme ça, doit continuer à le faire, mais peut-être doit le faire d'une manière un peu plus maillée avec justement les acteurs de la recherche et les acteurs du terrain. C'est une des grandes remarques qui vient du rapport d'évaluation externe et auquel on souscrit beaucoup au niveau du conseil d'administration et de l'équipe de direction ici. Donc, on voudra construire des passerelles de collaboration et de devenir finalement, ma représentation, les mots que j'utiliserais pour ça, c'est un peu comme le hub d'expertise qui permet de connecter toutes sortes de travaux en cours ou d'acteurs qui sont impliqués dans ces travaux-là à des processus décisionnels au ministère ou dans les établissements ou même dans les regroupements cliniques de différentes natures au niveau local, par exemple. Donc, on a ce potentiel-là. Et l'autre avantage de l'INES, c'est que la loi, l'article 12 de la loi de l'INES, l'autorise à des privilèges d'accès à l'information et aux données qui sont essentiellement très, très généreux. Et on a maintenant obtenu de la part des autorités les autorisations qu'il nous faut pour mobiliser ces informations-là de manière à réaliser des profils et des travaux scientifiques de différentes natures et de le faire d'ailleurs avec des collaborateurs du monde de la recherche. Donc ça, ce sont des éléments qu'on va vouloir accélérer. L'INES le faisait un peu, mais va le faire davantage et de plus en plus en partenariat et peut-être de plus en plus en temps réel parce que on aura à la 3e semaine du mois l'ensemble des données médico-administratives
et uniquement, pas uniquement médical, mais aussi dans les services sociaux, qui étaient à jour le mois précédent. Et ça, c'est un grand défi de la recherche. On n'est pas dans le même espace-temps en recherche souvent que dans l'espace-temps décisionnel. Donc cet écart-là, et c'est une tension dynamique, et par la loi de l'INES, on a peut-être une occasion à saisir pour réduire ces délais entre la production de connaissances et l'utilité décisionnelle de celle-ci. Okay. Merci de cette réponse. Il y a une autre question qui est apparue. Donc, voici la question. Comment imaginez-vous les services de première ligne, donc services de proximité, dans le cadre des présentes transformations? La première ligne étant vue comme le premier fer de lance de l'intégration. Donc, une question de comment est-ce que les choses, comment est-ce que la première ligne va se positionner dans le futur? Bien, c'est une question à développement, celle-là. Et j'aurai pas le temps de développer tout ça. Puis, je m'adresse aussi à une clientèle qui est très, très avertie, de gens qui ont beaucoup étudié ça. Mais je dirais simplement ceci, c'est que le premier lieu d'appartenance des populations, c'est leur territoire de résidence. Là où ils passent une grande partie de leur temps, pas toujours le temps professionnel, mais le temps personnel et familial. Là où ils vaquent à leurs activités de loisirs, beaucoup d'activités de consommation, de différents services culturels de différentes natures. Et c'est là que doivent prendre racine les services de proximité. Et ces services de proximité, ils ne sont pas que cliniques, mais ils sont aussi cliniques. Il faut réfléchir là, la promotion de santé, créer des conditions de santé, aménager les milieux différemment, avoir des politiques urbanistiques notamment qui sont différentes, des politiques de développement local et tout ça. Ça, on est beaucoup conviés à ça dans notre société les acteurs municipaux nous le rappellent souvent. Donc, ces réalités municipales, avant, on les découpait par territoire de CLSC. Déjà, c'était d'une certaine manière un peu plus gros que la réelle communauté d'appartenance. Maintenant, on la découpe en régions territoriales. Hein? Il y en aura, 22 au Québec de ces territoires. Ce sont d'assez vastes territoires. Alors, on s'y perd rapidement. Il faut revenir à la collectivité de base et vraiment se mailler de façon beaucoup plus accomplie que ce qu'on fait. Et c'est là qu'il faut redéfinir les trajectoires, il faut redéfinir les offres de services, c'est là qu'il faut redéfinir les partenariats. Et avec la réforme Couillard, on a fait des progrès dans ce sens-là. Indéniables. Pas partout, pas au même niveau, mais des progrès indéniables. Il ne faut surtout pas perdre ça et peut-être les consolider. Et c'est, je crois, l'un des grands défis de la gouvernance territoriale des CIS et des CIUS, de réfléchir sa réalité, non pas par grand domaine, par programme clientèle de continuum diabète respiratoire, etc., de continuum maladie, mais vraiment le réfléchir comme prendre assise sur les services de proximité généralistes au départ et que les continuums spécialisés puissent venir appuyer ça plutôt que de redéfinir à partir de l'hôpital. On va prendre une image facile. On prolonge la structure des départements de l'hôpital jusque dans la communauté. Là, c'est voué à l'échec. Il faut donc revisiter nos départements, bien sûr, optimiser ça, mais vraiment repenser le territoire, l'organisation des services du territoire par la base. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'apparaît être difficile à faire, surtout dans le contexte d'une centralisation comme celle que l'on vit. Donc il y a là une tension dynamique, mais on a des histoires de succès, puis on a des gens qui peuvent, je pense, beaucoup éclairer ces avenues-là. Okay.
Alors, on va finir avec une dernière question, puis il me reste à peu près 1 minute avant que je termine le webinaire. Mais juste peut-être faire un petit commentaire sur, ici vous présentez dans le cadre d'un réseau de recherche avec différents acteurs qui sont intéressés puis intégrés à ce réseau. Comment un réseau comme Réseau 1 Québec se positionne par rapport à la réforme? Quel est notre rôle selon vous? Comment est-ce qu'on peut appuyer ce qui se passe actuellement? Bien, écoutez, vous êtes dans l'univers aussi de l'unité support, puis des volontés des IRSC de soutenir de la recherche en contexte, de plus en plus des essais pragmatiques et aussi voir davantage de recherche réalisée autour des services de proximité, puis des soins primaires, puis de la première ligne. Alors, vous êtes dans un moment d'opportunité. Il faut saisir ces occasions-là de façon très, très affirmée. Il faut être déterminé. Et moi, je vous invite à revoir vos travaux sous l'angle de produire des connaissances nouvelles sur l'amélioration des pratiques inscrites dans des contextes. Donc, la recherche pragmatique, la recherche contextuelle, c'est là qu'est l'avenir et c'est là qu'il y a le plus grand besoin non comblé. Et il me semble, puis il y a des masses critiques intéressantes, j'ai juste la liste des noms sous les yeux, c'est impressionnant, là. Il y a beaucoup de cerveaux très, très bien préparés pour alimenter ces travaux-là. Et je suis sûr que vous êtes vous-même connecté à des réseaux de collaborateurs sur une à grande échelle. Mais il y a quelque chose là, si on pouvait assister à la transformation, avec vraiment l'émergence d'une forte pratique de recherche pragmatique en première ligne, il y a là quelque chose de très, très puissant comme levier d'appui, d'accompagnement de transformation pour réaliser le potentiel de la loi. Et c'est ce que je désire vraiment vous communiquer comme principal message. Parfait. Donc, merci au nom de Réseau 1 Québec, Dr. Roy. On vous remercie pour cette excellente présentation. On va finir sur un petit mot sur le prochain webinaire qui aura lieu en septembre. Donc, on vous souhaite un très bel été à tout le monde. C'est la conférencière, c'est Ginny Agotti, qui est la directrice scientifique du Réseau 1 qui présentera sur la théorie de changement du Réseau 1 Québec. Donc, elle va vous informer aussi sur les appels au projet. Donc, vous pouvez consulter notre site web pour avoir plus d'informations. Mais au nom de tout le monde qui a participé à ce webinaire, merci encore à Dr. Roy, puis on vous souhaite très bel été. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.